Ravi de vous retrouver dans Vous Zoom, notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la Première Ligue avec évidemment la préface de la 11e journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian, Philippe et Jean-François. J'espère que vous allez bien. On commence le mois de décembre et vous le savez, le mois de décembre, c'est un mois avec beaucoup de Première Ligue. On fait de l'anti-Brexit. On va se mettre à l'heure anglaise puisqu'on aura 6 journées durant ce mois de décembre. Est-ce que vous êtes prêts d'abord pour entamer ce gros chapitre du football anglais avec évidemment les fêtes, le Boxing Day et toute cette festivité, même si ce sera un peu moins festif cette saison. Mais est-ce qu'on est tous sur les starting blocks? Oui, prêt. J'ai envie de rajouter une chose, c'est qu'évidemment, s'il y a beaucoup de football anglais, ça signifie aussi qu'on va beaucoup travailler pendant ce mois de décembre. Donc voilà. Mais on est prêt à assumer tout ça. Moi, je suis en congé à partir de demain jusqu'au 1er janvier. On va en profiter alors pour rester en votre compagnie. Au moins aujourd'hui, Philippe, non, mais évidemment, on vous retrouvera dans ces rencontres puisqu'on aura au programme 59 rencontres. Il y en a une qui a été déplacée, c'est celle qui devait avoir lieu ce vendredi pour cause de cas Covid du côté de Newcastle. Donc, c'est un match qui est reporté, mais sinon, il y aura 59 matchs, presque tous en direct, en tout cas sur Vous Sport World, à quelques exceptions près, puisque les matchs sont normalement tous espacés et sont isolés dans la grille des programmes. On va quand même revenir, avant d'entamer la 11e journée, on va revenir sur le bilan de la journée 10 à Christian, et on peut observer qu'on continue cette normalisation qu'on avait déjà pu remarquer ces dernières semaines. Au niveau des victoires en déplacement, on a de nouveau 5 victoires, donc on reprend quand même un peu, on remonte un peu dans cette catégorie-là, mais pour le reste, voilà, on est passé en dessous de la barre des 3 buts par match. Ça commence à faire du bien de retrouver un peu cette normalisation. Et surtout, ben voilà, on a toujours en tête Dominic Calvert-Lewin en termes de meilleur buteur avec 10 et Harry Kane avec 9 assists. Bon, Calvert-Lewin n'a pas marqué et Kane n'a pas donné d'assist ce week-end. On va quand même évoquer rapidement Chelsea-Tottenham. Est-ce que vous trouvez aussi, comme on a pu le voir dans pas mal de médias, que c'était un derby insipide entre deux équipes qui voulaient surtout ne pas perdre? J'ai entendu ça aussi. Après, parfois, un match peut être au-delà du 0-0, peut être intéressant dans certains aspects du jeu. Puis, je suis certain que les supporters d'un club comme de l'autre n'ont peut-être pas ce même ressenti. C'est une analyse de la presse que je peux comprendre. Après, je trouve qu'il y a dans chaque match de football des ingrédients qui peuvent nous plaire parce que ça peut être une analyse positive, une analyse négative. Mais voilà, je trouve aussi que dans l'enchaînement des matchs, dans ce qui se passe pour le moment, etc., voilà, ça, c'est resté un match certes fermé, certes où il n'y a pas eu un spectacle extraordinaire, mais malgré tout, je pense que dans tous les pays, on a ce genre de contre-coup sur certains matchs. Vous reprenez un petit peu, Philippe, les propos d'Jürgen Klopp, qui n'arrête pas de se plaindre du fait qu'il n'y a que 3 changements disponibles en Angleterre et que son équipe joue à chaque fois le samedi à 12h30 enfin, heure anglaise, et que ça ne donne pas le temps de récupérer. Oui, moi, son interview était quand même assez frappante. On a vu une partie de cette interview dans l'Europe des 11. Ça fait des semaines qu'on en parle, en fait, de cet horaire à 12h30. Je peux comprendre que ça pose problème à Mourinho, que ça pose problème à Klopp, à Guardiola, etc. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu facile aussi comme raisonnement, dans le sens où il s'en est pris carrément aux diffuseurs. C'est un petit peu facile dans la mesure où le grand cirque du football est alimenté au niveau financier par les diffuseurs. Donc, les diffuseurs arrosent les clubs de millions et de millions. Ce sont les joueurs qui en bénéficient, ce sont les entraîneurs et Klopp aussi. Donc, là, c'est une petite parenthèse que je fais. Au niveau sportif, je peux tout à fait comprendre parce que les 72 heures de récupération, elles sont absolument nécessaires. Voilà. Donc, et puis alors, moi, il y a une réflexion que je me suis faite par rapport aux 5 changements, aux 3 changements dont on discute maintenant depuis des semaines. Il n'y a pas d'accord parce que les grands ne sont pas d'accord avec les petits. Alors, c'est peut-être le compromis à la belge, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de 4 changements alors? C'est vrai, chacun fait un pas l'un vers l'autre et bon, ça permettrait déjà peut-être d'arrondir un petit peu les angles. Les 2 équipes de Manchester ont gagné ce week-end. Ce n'est que la 2e fois de la saison en 10 journées. Est-ce qu'on peut dire que c'est la course au titre la plus ouverte depuis très longtemps en Première Ligue, Christian? Il faudra voir dans le temps parce qu'on a vu au départ que ça allait dans tous les sens. Maintenant, ça se normalise. On voit quand même qu'il y a quand même certaines équipes qui reprennent leur place, d'autres qui ralentissent un peu leur rythme.
Je ne sais pas, peut-être aussi avec l'arrivée progressive des supporters, peut-être qu'il y a une nouvelle donne qui va arriver. Mais de toute façon, pour le moment, on est encore hors norme au niveau des victoires à l'extérieur. Donc, si ça se normalise dans ce sens-là, probablement qu'on va arriver à quelque chose qu'on connaissait plutôt que ces moments un peu extravagants depuis le début de la saison. C'est la bonne nouvelle de la semaine et c'est clair qu'on en a besoin de bonnes nouvelles. Les supporters peuvent revenir dans les stades à petite dose, évidemment, puisque il y a 9 clubs qui vont continuer à jouer à huis clos, notamment les clubs de Manchester. Par contre, il y en a 11 qui pourront accueillir 2000 spectateurs. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. C'est un retour dans un petit coin du stade. Non, il y aura au moins un fond sonore. Après, 2000 supporters peuvent faire beaucoup de bruit. Donc, On va débriefer en tout cas 3 affiches du week-end. On va commencer par ordre chronologique. Et je vous propose de débuter immédiatement avec la rencontre qui va se dérouler à Londres. Donc, il y aura bien 2000 spectateurs au London Stadium pour accueillir West Ham Manchester United. Ce match programmé samedi à 18h30. On va commencer avec West Ham, une équipe qui avance discrètement, mais de manière efficace, puisqu'elle est 5e. Est-ce qu'on peut dire que sans public, justement, et là c'est peut-être le paradoxe, les Hammers ont enfin réussi à apprivoiser leur stade, puisqu'ils ont le 2e meilleur total de points à domicile? Moi, je ne sais pas si c'est une question de stade plein ou pas plein. C'est difficile. Je crois que voilà, la situation elle est la même pour tout le monde, même si effectivement West Ham a peut-être eu des difficultés dans son nouveau stade. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à West Ham, c'est que c'est une équipe vraiment qui tire la quintessence de ce qu'elle a pour l'instant. Et son parcours est assez logique, en fait, dans la mesure où face à chaque équipe abordable, cette équipe prend des points. Donc, elle a été battue à Arsenal, elle a été battue à Everton, elle a été battue à Liverpool, mais à chaque fois que ce sont des rencontres qui sont dans ses cordes, elle prend des points avec une équipe qui n'est quand même pas extraordinaire au niveau des noms. C'est pas un noyau énorme, il n'y a pas de véritable star. Donc, je pense qu'il y a un gros travail qui est fait en termes de régularité. Et c'est vrai que c'est une belle surprise cette saison. Et c'est une bonne nouvelle pour David Moyes, tellement critiqué, tellement décrié. Puis son équipe est quand même là. On rappelle quand même qu'ils se sont sauvés à la dernière journée la saison dernière, que ça n'avait pas spécialement bien commencé cette saison. Mais là, ils sont sur 3 victoires consécutives. Et Christian, on parlait de cette équipe qui marche plutôt bien à domicile avec des stats offensives quand même séduisantes. Dans la préparation de l'émission, je voulais faire ce parallèle parce qu'on sait que Manchester United, qu'on verra après, est très fort à l'extérieur. Je voulais voir l'aspect offensif à domicile. Et donc, ils ont marqué 8 buts sur les 5 matchs à domicile. Mais ce qui est très, 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 très étonnant, c'est qu'en fait, ils font ce que devrait faire en fait Guardiola à domicile, c'est-à-dire du jeu dominant placé, se retrouver dans la dernière zone des 16 mètres et être très efficace. Et eux, ils le sont très bien puisqu'ils ont marqué 5 buts de plein jeu et c'est tous les 5 des centres. Et donc ça se passe très haut. Et ils profitent aussi des phases arrêtées, puisqu'ils sont aussi très forts de la tête, avec 5 buteurs différents de la tête. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'ils vont pouvoir s'imposer dans le camp d'adversaire, jouer très haut et surtout ne pas se faire prendre en reconversion rapide contre une équipe qui est très forte dans ce domaine-là. Alors, Philippe l'a dit, il n'y a pas de star dans cette équipe, mais il y a des bons renforts. Cette saison et la saison dernière, je noterai quand même Bowen, Souček, Koufal. C'est une équipe qui tire la quintessence vraiment de son potentiel, avec aussi un excellent Declan Rice, qui est quand même devenu capitaine de cette équipe. Donc, c'est une équipe qui pourrait encore causer des surprises cette saison, Jean-François. Oui, c'est peut-être ça la nouveauté, c'est le fait qu'ils ont peut-être pu passer à autre chose que Mark Noble finalement. Ils ont l'association entre Rice et Souček au milieu. J'ai envie de rajouter peut-être que sur Moyes, si on parle parfois en football aussi de circonstances qui peuvent être favorables pour lui, après des échecs quand même à Man U, à la Real Sociedad et à Sunderland, il y a une circonstance favorable, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui l'écoute, ou en tout cas quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire aussi qu'un entraîneur, je pense pas qu'il change radicalement sa façon de fonctionner, mais par contre, il est peut-être face à un groupe aujourd'hui dans lequel il y a des choses qui se passent. Et quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, 2e meilleure équipe à domicile. Pourtant, dans le ratio but marqué, but encaissé, je dirais que c'est pas une équipe non plus où toutes les semaines, les supporters qui iraient au stade verraient des buts à la profusion. Ce n'est que 8 buts marqués sur les rencontres à domicile et 4 buts encaissés. C'est-à-dire qu'en faisant
un ratio qui est assez proche, ils prenaient un maximum de points. Ils n'ont encaissé qu'un but sur les 3 derniers matchs. Oui, mais il y a cette espèce voilà, c'est très rentable. Voilà, c'est très rentable, c'est le mot que je cherchais. Ils sont performants, mais à chaque fois à des moments différents, dans des matchs différents. Il y a Michael Antonio qui peut marquer de la tête, il y a Sébastien Haller qui est monté et qui est pas très très content, mais qui est monté et qui marque un but. Voilà, c'est chacun un peu vient apporter pourcentage plus pourcentage plus pourcentage qui fait qu'on a quelque chose de conséquent à la fin. Il n'y a pas une lignée ou une manière de marquer comme on peut l'avoir dans d'autres équipes. Et puis, à signaler aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en début de saison, c'était quand même un petit peu problématique à West Ham parce qu'il y avait une ambiance un petit peu délétère, parce que Mark Noble s'était pris la tête avec la direction par rapport au départ de Diangana. On s'était dit, bon, ben, l'ambiance n'est pas bonne, la saison dernière, ça a été compliqué, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Regardez où ils sont, donc c'est quand même que il y a une belle remise en question. Les résultats ont commencé à venir au moment où Moyes était sur le côté pendant 2 ou 3 matchs à cause du Covid et que c'est son adjoint qui a pris les rênes et peut-être que ça a donné une autre dynamique et que lui, c'est lui qui surfe en fait sur la dynamique de son adjoint maintenant. Avec les victoires à Leicester notamment. Hein. Il sera bien présent sur le banc de touche, David Moyes, face à cette équipe de Manchester United qui reste peut-être la plus instable de toute cette première ligue. Il est resté sur 4 victoires d'affilée, ce qui avait fait beaucoup de bien évidemment à Solskjaer, toujours aussi contesté ou discuté en tout cas. Et puis il y a cette défaite du côté du Paris Saint-Germain. On voit quand même que dans cette équipe de Manchester United, instabilité, et instabilité surtout entre les matchs à domicile et les matchs en déplacement, Christian. Sur le tableau de gauche, j'ai montré la différence. C'est pour montrer la différence en fait entre les bilans à domicile et le bilan à l'extérieur. Et on voit que dans la colonne de droite à l'extérieur, on ne voit que du vert, ce qui est très étonnant. Et donc, ils ont en fait 100% des points. Ils ont 4 matchs, 12 points, avec une particularité, même en déplacement, c'est qu'ils ont 0 clean sheet. Donc, à un certain moment, ils subissent quand même chaque fois la punition d'adversaire. Ils ont 13 buts marqués, 6 buts encaissés. Et voilà, ça tourne offensivement autour de 3 joueurs, avec la révélation de Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Edison Cavani qui maintenant commence à marquer aussi lorsqu'il monte et lorsqu'il débute. Cela dit, quand ils jouent à l'extérieur, ils sont tout le temps menés aussi parce qu'en fait, Manchester United, je pense sur les 4 derniers matchs, forcément a pris tous les points à domicile, mais la première équipe de Premier League à avoir aligné 4 victoires à l'extérieur en ayant chaque fois été menée. Ce qui est quand même assez extraordinaire et ce qui est révélateur aussi, même s'il y a des choses qui sont négatives, d'un état d'esprit. On parlait de Solskjaer en difficulté. Si son équipe, dans des conditions difficiles à l'extérieur, est chaque fois parvenue à renverser la situation, c'est qu'il y a quand même un esprit dans l'équipe et que l'équipe est aussi derrière son entraîneur. Donc, c'est vrai que cette situation de Manchester United est extrêmement paradoxale. Alors, une équipe, Christian, qui a des résultats compliqués à domicile, mais qui gagne tout en déplacement, est-ce qu'on peut considérer que c'est une équipe qui a du mal à faire le jeu, mais par contre qui est bonne en contre et en reconversion offensive? Non, en fait, elle est bonne dans tous les domaines, en fait, à l'exception du jeu dominant rapide. C'est-à-dire qu'elle est difficile quand elle s'installe dans le camp adverse, de changer de rythme et d'accélérer. Mais au niveau du jeu dominant placé, c'est tout à fait normal, c'est dans la lignée, surtout pour une équipe à l'extérieur. Mais elle a 23% de buts sur jeu direct et 31% de buts sur phase arrêtée. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'infographie, ça vient de partout. Ça vient des centres de la gauche, centre de la droite. Ça passe par l'axe dans la dernière zone devant le rectangle. Ça passe par l'axe en venant de très loin. Ça passe par le flanc gauche en venant de très loin. Et on utilise le coup franc indirect, le penalty, les corners. Donc, c'est très large, c'est un peu plus fragile du côté droit, il y a un peu moins d'apport dans l'effectif, dans l'efficacité, pardon. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment des très, très belles performances en déplacement. Est-ce que Edinson Cavani peut justement changer la donne et être l'élément clé au niveau offensif? On parlait de ces occasions ratées, de ces occasions dont ne se sert pas Manchester United pour gagner des matchs, notamment à domicile. Est-ce que Cavani va vraiment effectuer un gros changement? Il pourrait justement permettre à Rashford, à Martial d'être plus efficace encore. Je pense qu'il a été titularisé en Ligue des Champions. S'il est titularisé en championnat, ce sera la première fois. À Southampton, il a évidemment changé complètement il a changé. Et je pense très sincèrement, sur le match de Ligue des Champions, il a manqué un petit peu de réussite, mais on voit directement dans ses gestes et dans la manière dont dans ses mouvements, etc., il va apporter quelque chose à cette équipe. C'est vraiment un numéro 9
qui, à mon avis, dans le profil, n'existait pas dans cette équipe de Manchester United. Donc, il doit pouvoir apporter certainement quelque chose. C'est ce que Solskjaer disait. Il disait c'est la première fois qu'on a un profil qui ressemble à Lukaku, en fait. Depuis le départ de Lukaku, c'est lui-même qui le disait, Solskjaer. Moi, je suis un peu surpris qu'on se pose la question de ce que peut apporter Cavani. On l'a vu face à Southampton. Les buts qu'il marque, ce sont pas des petits buts, ce sont des buts intelligents avec de la finition extraordinaire, un déplacement parfait. Moi, je me souviens de ses premières minutes avec Manchester United. C'était il y a quelques semaines, un mois ou quelque chose comme ça, à domicile face à Chelsea. C'était 0-0, c'était un match fermé. Il est monté après 20 secondes, c'était quasi but. À 2 cm près, c'est but. West Ham, Manchester United, c'est donc l'affiche de ce samedi à 18h30. On passe au dimanche avec là le derby du nord de Londres. C'est la mère de tous les derbys, c'est la mère de toutes les batailles londoniennes, en tout cas entre Arsenal et Tottenham. Arsenal qui se déplace à Tottenham. Et on va commencer avec les Spurs, leaders pour la deuxième journée consécutive. Alors, on a fêté le premier anniversaire de José Mourinho à la tête de cette équipe. Faut l'avouer, on était plutôt sceptique au départ. Il y avait pas mal de problèmes défensifs. On s'est dit, bon, José ne va peut-être pas parvenir à les colmater. Et puis, on voit un an plus tard qu'il est peut-être maintenant en avance sur le programme. Son équipe est première. Et on peut vraiment dire maintenant que Tottenham est un véritable candidat au titre. On rappelle que sur les 2 derniers matchs, ils gagnent face à Manchester City. Ils vont prendre un point du côté des Chelsea. 2 clean sheets. On peut dire que Mourinho a enfin transformé Tottenham et Tottenham est devenu une équipe Mourinho. Ce sera intéressant aussi de voir quelles seront les intentions, les ambitions de Tottenham, par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de Tottenham à Chelsea avec une équipe à la Mourinho qui a laissé l'initiative à l'adversaire en disant « Écoutez, voilà, moi je vous mets un problème sur la table, résolvez-le et sinon… Voilà. Ici, c'est à domicile, même s'il n'y a pas de public. C'est pas face à Chelsea. C'est face à une équipe d'Arsenal qui est quand même beaucoup plus bas au classement. Donc, ce sera intéressant de voir quelles seront les intentions de Tottenham, parce que cette équipe a évidemment la possibilité de jouer comme Mourinho souhaite souvent jouer, c'est-à-dire de manière organisée, défensive, laisser l'initiative à l'adversaire. Mais c'est une équipe qui a évidemment du potentiel pour faire autre chose. Bon, Christian, on va quand même terminer sur cet aspect défensif du côté de Tottenham. Ça va bien, mais il y a quand même encore un petit bémol, visiblement. Le seul bémol qui appartient à toutes les équipes, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient faibles, il faut pouvoir bien défendre sur phase arrêtée. Et ici, c'est pas le cas. On voit en fait dans le ratio des buts encaissés par Tottenham cette saison, voilà, la mise en place de plein jeu, elle est exceptionnelle. 3 buts seulement encaissés, ce qui représente 33% de leurs buts. Ce sont les meilleurs de la ligue. Par contre, il y a 6 buts qui sont encaissés sur phase arrêtée. Notamment, il y avait le 0-1 contre Everton qui est la défaite. Et il y a aussi 2 buts contre West Ham sur phase arrêtée qui leur fait perdre 2 points. Et donc, ce sera toujours en fait ce talon d'Achille qui fait que cette phase arrêtée doit être exploitée. Et là, il faut absolument être meilleur dans ce domaine. Et surtout qu'il y a 3 des 6 buts encaissés qui le sont au-delà de la 90e minute. Alors, au niveau offensif, on a évidemment déjà beaucoup parlé dans l'émission du duo Son-Kane, mais moi, je voudrais quand même revenir sur la rédemption aussi d'Ndombele, qui ne jouait quasiment pas la saison dernière et qui là est devenu un pion essentiel. Et on l'a encore vu face à Chelsea. C'est un joueur qui a tout dans sa panoplie, physiquement très présent, capable de faire jouer les autres, et puis un niveau technique quand même assez incroyable. Pour ceux qui ont pu suivre le documentaire sur Tottenham, on voit qu'il y a un problème Ndombele à un certain moment et que le président intervient et que José explique les raisons pourquoi il ne joue pas. Mais il y a quand même, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Mourinho, c'est qu'à un certain moment, il n'abandonne jamais ses joueurs. Et donc, il y a probablement un travail qui a été fait, puisqu'on le voit dans le cours du documentaire. Et le gars n'est pas titulaire, il ne joue pas, il ne participe pas. Et puis après, voilà, il revient, il revit. Donc, il y a sûrement quelque chose de la part, dans le management mental de la part de Mourinho, qui fait que les joueurs qui sont hors reviennent. C'est pas encore le cas avec Ali, mais là avec lui, il a réussi à faire ça et ça c'est vraiment la force de Mourinho, je pense. Bon, on passe maintenant évidemment à Arsenal. Là, c'est un dossier beaucoup plus compliqué. Alors moi, j'ai capté une remarque à faire d'emblée.
de mémoire de commentateur, j'ai l'impression que c'est le plus mauvais Arsenal des années 2000, en tout cas depuis le début des années 2000. Est-ce que vous partagez cette impression? Mais en tout cas, c'est le plus mauvais départ Arsenal. Mais là, depuis les années 80, c'est le plus mauvais départ depuis 1981, donc même bien avant la Première Ligue. Voilà, non, c'est étonnant. Ça contraste en tout cas terriblement, je trouve, par rapport à la saison dernière où il y avait tellement d'espoir qui était né avec cette victoire en coupe. Et puis, ça doit être tellement décevant aujourd'hui pour un supporter d'Arsenal de voir que l'équipe aujourd'hui se décompose. C'est l'impression que ça donne. Quand on les observe aujourd'hui, on ne sait plus très bien quels sont les points forts, les points faibles. On a l'impression que ce qui était un point fort hier, c'est-à-dire sa première obsession, ça a été je vais leur apprendre à mieux défendre. Très bien. Ça a été la structure, la discipline, c'est se rappeler que Arsenal est un grand club. Et on a l'impression que tout ça s'est effiloché. Et pour revenir peut-être sur le changement d'entraîneur, Christian parle souvent des 6 mois on va dire comment dirais-je, de la période qu'il faut pour une équipe pour apprendre les préceptes du nouvel entraîneur. La victoire de Cup, on a l'impression que c'est venu dans les 6 mois finalement après le départ d'Emery et que là on est dans l'Arteta à 100% et que là ça fonctionne plus. C'est ça le paradoxe au niveau du jeu, c'est que il vient d'un apprentissage avec Guardiola où c'est la possession de balle et c'est la construction et c'est le jeu dominant, que ça soit rapide ou placé. Ça reste en termes effectifs ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est beaucoup trop peu. Et il marque en fait que 2 buts sur les dernières rencontres, ce n'est que des phases arrêtées. Et là, on le voit bien, on avait fait ce tableau il y a quelques semaines, on a juste ajouté 2 buts supplémentaires 3 semaines ou 4 semaines après. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des classements des attaques, c'est que quand on avait fait cette infographie il y a quelques semaines, ils étaient 15e, maintenant ils sont 17e. Et donc, les seules équipes qui ne parviennent pas à avoir une efficacité offensive, ce sont des équipes qui sont soit montées, soit qui avaient déjà énormément de difficultés la saison passée, comme Burnley ou Sheffield. Et donc là, ça devient dramatique parce qu'il y a une réelle envie, comme on disait, de ne pas avoir de plan B, c'est-à-dire d'avoir ce plan A et de s'imposer, mais ça ne fonctionne absolument pas. Tu parlais justement de ces 6 mois de transition. Quand tu viens et que tu fais, que pendant des années, tu as été conditionné à toi-même donner des entraînements à un groupe avec la philosophie de Guardiola, il est impossible de venir dans un club, de prendre les rênes et de dire maintenant, je vais faire simplement un aspect défensif et gagner des reconversions rapides. C'est pas concevable. Cet aspect défensif, Christian, on avait constaté en début de saison que ça allait mieux, mais même là, ça ne va plus du tout. On avait vu en fait que ce qui était très étonnant, c'était la constance, c'est-à-dire qu'il ne recevait que des buts que sur du dominant placé. Pas de phase arrêtée. Il faut quand même préciser que c'est la seule équipe en Première Ligue qui n'a pas encore encaissé de but sur phase arrêtée. Pas de but encaissé sur reconversion rapide. Et par contre, dans le jeu dominant de l'adversaire, dès que le bloc est bas, ils sont en difficulté. On avait vu qu'il y avait un problème au niveau du flanc gauche défensif. On avait évoqué justement en plus à un certain moment le passage de 3 défenseurs vers 4 défenseurs avec Tierney qui reprenait une position un peu plus vers la gauche. Ben là, ça se détériore de nouveau avec le but de Wolves. C'est le premier but de Wolverhampton ce week-end qui vient de ce flanc gauche. Et surtout, la grosse problématique maintenant, c'est que l'adversaire peut passer par l'axe maintenant, ce qu'il n'y avait pas avant. Et donc, c'est 6 buts par l'axe, en sachant qu'ils ne prennent pas de reconversion rapide ni de kick and rush. Ça, c'est très, très, très inquiétant. Il y aura encore beaucoup de doutes dans cette équipe défense à 3, défense à 4. Aubameyang dans l'axe côté gauche, l'entrejeu avec Xhaka, sans Xhaka. Bon, c'est une équipe qui va devoir se sublimer. En tout cas, on sait que ça reste un derby, donc ça reste un match totalement différent. Ça se joue aussi sur l'émotion. Et on verra si Arsenal est capable de faire déjouer, et en tout cas de poser les problèmes à une équipe de Tottenham qui paraît quand même très solide pour le moment, dimanche 17h30. Dernière affiche de ce week-end, également dimanche, mais à partir de 20h15, Liverpool, deuxième actuellement, mais le même nombre de points que Tottenham, accueille Wolverhampton du côté des Reds. L'infirmerie est pleine et continue à se remplir. Mais on a l'impression quand même que les Reds continuent à avancer, les joueurs changent, mais les principes restent. Et puis, Diego Jota marque, ce qui peut aussi aider. Une équipe de Liverpool qui reste pour vous le principal candidat à sa succession malgré cette kyrielle de blessés? C'est possible, oui, tout à fait, parce que
quand on voit le résultat dans des circonstances difficiles, malgré tout. Ils sont là en championnat, ils sont là en Ligue des Champions. Bon, il y a évidemment l'accident, le 7-2 à Aston Villa, mais voilà, ça peut arriver. J'ai l'impression que Liverpool, par rapport à ce que l'on vient de dire, c'est absolument l'antithèse d'Arsenal. Il y a un projet qui existe depuis des années, avec un système de jeu, avec des valeurs qui sont inscrites dans l'ADN, je vais dire, presque des joueurs. Et à partir du moment où il y a des absents, parce qu'il y en a évidemment, notamment au niveau défensif, les joueurs qui intègrent l'équipe, trouvent immédiatement leur repère. Ils ont de la qualité offensive extraordinaire. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils soient toujours là, même si forcément, ils ne sont plus aussi dominants qu'ils ne l'ont été la saison dernière, parce que les circonstances font et que tout le monde est en difficulté à certains moments. Je vais vous surprendre, mais est-ce que les blessures n'ont pas été une aubaine pour Jürgen Klopp? Je m'explique. Quand ils prennent une claque à Aston Villa, ils alignent leur meilleure équipe. Et puis, viennent les blessés. Et donc, à un moment donné, outre le fait qu'il faut évidemment se remettre de cette douloureuse défaite, il faut aussi resserrer les rangs. Alors, je ne dis pas que ça peut fonctionner sur vraiment la longueur, mais comme la dynamique est bonne actuellement, comme il y a des jeunes qui sont en train aussi de se révéler, etc. Donc dans le contexte, même si ça paraît très étonnant comme remarque, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait beaucoup mieux, si vous comprenez ce que je veux dire, avec l'équipe qui avait pris le 7-2. Ils ont sans doute, au niveau de la préparation, etc., anticipé tout ça, et que les joueurs qui sont sur le banc depuis peut-être des mois s'inscrivent aussi dans le schéma et qu'on les concerne par le projet. Et dès qu'ils ont l'occasion de montrer ce qu'ils valent, ils sont prêts, parce qu'il y a du talent aussi, tout simplement. Donc, c'est la force, hein, c'est ce noyau avec les joueurs d'expérience. Ceux qui ne sont pas là maintenant sont blessés, mais avec du potentiel vraiment derrière. Donc, c'est de la gestion sur plusieurs années, en fait. Ça renforce les qualités et les croyances que les gens peuvent avoir en Klopp. C'est-à-dire qu'à certains moments, au-delà de mettre en place quelque chose au niveau du jeu, c'est une gestion humaine. Et donc, à un certain moment, il faut... Le propre de l'homme, c'est de pouvoir s'adapter aux situations quand il y a des difficultés. Donc, il y a des gens qui s'adaptent plus facilement et lui, en fait, il parvient à gérer ça avec tout un groupe, même s'il se plaint de temps en temps. Mais le but d'avoir 30 joueurs de haut niveau dans une équipe ou dans un squad, c'est ça le but, en fait, hein, c'est de pouvoir pallier quand il y en a qui sont en méforme ou quand ils sont blessés. Donc, il n'y a rien d'anormal là-dedans, si ce n'est que lui le fait très bien. Et dans la qualité, dans l'identité offensive, Christian, il y a cette manière d'amener des buts depuis les flancs. On avait montré la semaine passée qu'ils étaient, avant la journée, qu'ils étaient les meilleurs dans le domaine, dans le passage par les flancs et l'utilisation des centres. Donc, sur les 14 buts de plein jeu, ils ont marqué 8 buts sur centre. Donc, on avait déjà assuré cette zone, cette deuxième zone venant de la droite. C'est une arme très forte aujourd'hui dans le domaine offensif, sachant qu'on a toujours pensé que les centres devaient venir de la dernière zone, mais aujourd'hui, quand on a des blocs équipes qui sont très bas, si on a des joueurs qui viennent donc dans cette deuxième zone, comme vous pouvez le voir sur la section assurée, et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce sont tous des joueurs différents qui viennent donner ces ballons de là. Donc, il y a probablement un travail de fond qui est fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra encore observer. C'est Wolverhampton qui se déplace à Anfield Road dimanche. 7e au cours des deux dernières saisons. Ils sont également 7e après 10 journées. C'est le meilleur début de Première Ligue de l'histoire du club. Avec évidemment cet incident du côté d'Arsenal au moment où les Wolves semblaient commencer à s'habituer à la vie sans Diogo Jota. C'est Raúl Jiménez, victime de cette fracture du crâne donc en début de match. Le problème, c'est d'apprendre à vivre sans le buteur mexicain, Christian. Et on va le voir, Raúl Jiménez avait une importance incroyable dans cette équipe. On avait expliqué aussi dans des émissions précédentes l'importance d'un joueur clé dans des équipes du subtop, comme à Everton, comme à Southampton. À Wolves, c'est le cas aussi. On voit en fait que depuis la montée de Wolverhampton en première division, Jiménez a participé à 100% des matchs. Donc, il a joué les 86 matchs, il a été 83 fois titulaire et 3 montées au jeu. Il a marqué 34 buts et délivré 13 assists. Et donc, il est efficace dans 43% de tous les buts de Wolverhampton. Je crois que c'est 106 ou 109 depuis la montée. Donc, c'est vraiment un pion
hyper important sur lequel l'entraîneur comptait. Et là, du jour au lendemain, tu perds 50% de ton efficacité offensive. C'est quelque chose à observer et voir comment est-ce qu'il va remédier à ce problème. L'absence de Jiménez, conjuguée quand même au départ de Jota, conjuguée au départ de Doherty, qui avait quand même un impact aussi sur le jeu offensif, notamment dans cette manière de faire la transition sur voilà. Et maintenant, j'ai envie de dire, la question pour cet entraîneur, que j'admire parce que je trouve qu'il fait du super boulot, c'est et maintenant, quid, c'est quoi le plan? Parce que ça va être la grande difficulté pour Wolverhampton. Ça fait même tout l'intérêt de cette rencontre parce qu'ils vont aller jouer à Liverpool qui n'a pas perdu un match à domicile. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Justement, Jean-François, il y a une infographie. Alors, la vie sans Raúl Jiménez. On va voir notamment quels sont les joueurs qui ont marqué quelques buts, en tout cas derrière lui, beaucoup moins que le buteur mexicain. J'ai fait, en fait, dans cette infographie, il y a 2 infos importantes. On commence par celle de gauche avec le tableau. C'est que c'est le meilleur départ de Wolverhampton, mais il faut quand même noter que dans les confrontations avec les équipes du top 11, que j'ai mis donc au-dessus de cette barre et que j'ai montré avec une flèche rouge vers le haut, il n'y a pas de victoire. Par contre, contre toutes les équipes plus faibles ou moins bien classées pour le moment au classement, ben c'est pratiquement un sans faute. C'est un peu dans la même lignée de ce que Philippe expliquait tout à l'heure avec West Ham, c'est-à-dire que les équipes en dessous d'eux, ça se passe très bien, au-dessus d'eux, ça se passe moins bien. Et la deuxième information dans cette infographie, ce sont les joueurs en fait que j'ai montré donc au centre de cette infographie, c'est que si on enlève l'efficacité de Jiménez sur les 2 ans et 10 matchs, si on enlève Diego Jota qui est parti, Doherty qui est parti, voilà ce qui nous reste dans la meilleure efficacité offensive, c'est-à-dire Neto avec 6 buts sur 2 ans et 10 matchs, Dendoncker 6 buts sur 2 ans et 10 matchs, Romain Saiz 5 buts et Adama Traoré qui est évidemment plus fort sur les assists, 5 buts. Donc ça donne pas beaucoup d'alternatives en termes d'efficacité comme buteur. Ne perdons pas de vue quand même que c'est un club qui achète, qui met en valeur et qui vend. Ils ont payé 40 millions d'euros pour un gars qui a 18 ans. Quand on regarde ses statistiques, c'est simple, 5 matchs de Première Ligue, 0 but. Il a marqué 2 fois en Coupe de la Ligue, 12 matchs, 1 but pour Porto, en fait, plus de matchs en Coupe. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été le chercher? Parce qu'en fait, en Youth League, donc vous savez, cette compétition qui se joue, voilà, c'est 9 matchs et 5 buts, 4 assists. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont payé 40 millions pour un type qui a laissé entrevoir en Youth League de merveilleuses choses. Maintenant, il faut qu'il réponde. Mais moi, je pense que sincèrement, s'il n'y a pas de logique, s'ils ne le font pas jouer maintenant. Wolverhampton, donc, sans Raúl Jiménez, ce sera un des gros points d'intérêt de ce week-end qui n'en manque pas. Il y a encore une infographie sur l'aspect défensif, justement, pour montrer le parallèle avec… Effectivement, on peut terminer par ça, Christian, par l'aspect défensif de cette équipe de Wolverhampton. C'était pour faire le parallèle avec ce qu'on avait montré avec Mourinho, 2 entraîneurs. En fait, vous avez fait un copier-coller de l'infographie, c'est la même, en fait, c'est ça. Exactement, sauf que l'un est 2e et l'autre est 1er dans un domaine et que l'autre est 19e et Mourinho est 20e. C'est-à-dire que la mise en place défensive est exceptionnelle au niveau du plein jeu. Donc, on donne très peu d'espace et on est très peu pris en défaut. Par contre, sur les phases arrêtées, vous pouvez voir, ça vient de partout. Et voilà, c'est étonnant. Est-ce qu'il y a un relâchement psychologique quand c'est une phase arrêtée? Là, ils se sont fait surprendre ce week-end encore sur un corner avec la tête de Gabriel sur une combinaison avec William du côté droit. Et voilà, donc il faudra faire attention à ça, sachant que Liverpool est très fort sur phase arrêtée. Voilà donc pour cette rencontre Liverpool-Wolverhampton. On vous a donné beaucoup d'infos pour suivre ces 3 affiches, 9 matchs en direct, donc 3 affiches, de quoi passer un excellent week-end sur vous Sport World avec la Première Ligue. Merci Christian, merci Philippe, merci Jean-François. On vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.